C'est Marseille, bébé. On dit souvent que l'OM est un club à part. On dit aussi très souvent que Marseille est une ville très particulière. Une ville extraordinaire que j'apprends à connaître depuis cet été. En tout cas, c'est l'occasion, aujourd'hui et après-demain, de revenir sur cette année 2023 entre hype et désillusion. C'est le titre que j'ai choisi parce que cette année 2023 de l'OM nous a fait vivre énormément d'émotions. Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous partager cette rétrospective en deux temps. On va voir aujourd'hui la période janvier à juin, chapitrée ci-dessous, comme ça vous pouvez prendre le temps de regarder chaque mois comme bon il vous semble. Et puis, au mois de mai, vous le verrez, il y a l'interview exclusive de Samir Hamoudi, réalisateur du film À jamais les premiers, que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ces derniers jours et que je vous partage en exclusivité. Merci Samir, merci également Jean-Louis Tourtoulon qui nous a mis en relation. Alors, l'occasion de cette vidéo, c'est de revenir avec du recul sur tout ce qu'on a pu analyser à froid. N'hésitez pas également, si vous êtes fan de football, à aller voir le vestiaire, puisqu'on a sorti la rétrospective globale de l'année 2023. C'est sorti hier. Et de vous partager aussi certains coulisses. Vous allez voir des miniatures que vous n'avez pas vues cette année, parce que je vais vous partager aussi comment je travaille. Alors installez-vous bien, c'est en deux chapitres. Profitez, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire aussi quels sont vos moments mois par mois qui vous ont marqué. Ça fera l'occasion d'échanges qui me prennent toujours autant, qui me procurent toujours autant de plaisir. Et puis, avant de commencer, bien évidemment, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que Noël vous a ravis, que vous avez pu en profiter avec vos proches, que vous avez été gâtés. Et puis, pour ceux que je ne reverrai pas avant 2024, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Surtout, un très bon réveillon. Portez-vous bien, rempli de santé et de projets avec succès. Alors, on commence avec janvier et l'année commençait parfaitement. On se posait la question en janvier 2023 jusqu'où pouvait aller notre Olympique de Marseille, avec beaucoup d'ambition. Un début d'année marqué par un mois et un sans faute. Qualification en Coupe de France, victoire en championnat et un mercato qui commençait quand même à poser les bases de quelques questions. Il y avait Illich qui était tout proche de signer, c'était annoncé par Fabrizio Romano. Finalement, il ira du côté du Torino et restera du côté de la Serie A. On avait également Terem Moffi qui était tout proche de signer, mais lui n'était pas d'accord pour venir à l'OM. Il finira du côté de Nice avec en fond un Bamba Dieng qui lui a quitté l'OM pour Lorient et l'OM qui recherchera un très grand attaquant alors que à ce moment-là, on pouvait se poser la question, est-ce que l'OM en a-t-il la nécessité, le besoin, si on se pose la question avec recul. Et puis, il y a eu cette hype. Alors, elle est montée crescendo. Malinowski qui a signé assez rapidement, à ce joueur qui était souhaité par Igor Tudor, qui n'aura jamais convaincu, malheureusement, et qui partira en août dernier. On a eu ensuite l'espoir du mondial, Azzedine Ounahi, qui est arrivé, lui qui a explosé durant le mondial. C'était à ce moment-là, il y a un mois, pouvait-on dire, quatrième de la Coupe du Monde, avec la surprise qu'a été le Maroc de Walid Regragui. Ounahi qui signait, et on va le voir. Tout de suite après, il y a eu une vraie hype aussi autour de Vitinha. Vitinha qui devenait pour l'Olympique de Marseille le transfert le plus fort, le transfert record de l'histoire de l'OM pour 32 millions d'euros, bonus inclus 27 plus 5. L'OM qui réalisait à ce moment-là un mercato encore une fois très ambitieux. Et on pouvait réellement être hypé par la suite. Ce mois de janvier se terminait avec cette signature. Et honnêtement, on avait beaucoup d'espoir pour la suite de la saison. Alors, si on se projette tout de suite en février, les débuts d'Azzedine Ounahi sont exceptionnels. Il rentre en jeu, il prend le ballon, passement de jambes, contre favorable, fixation du gardien, 2-0. L'Olympique de Marseille l'emporte à l'extérieur. Et là, on se dit que ouais, on peut rêver. Et on se pose la question aussi autour de Pablo Longoria. Waouh, quel maestro! Comment, en 2 ans, parce qu'à ce moment-là, on fêtait ces 2 ans à la tête de l'Olympique de Marseille, à quelques semaines près,
comment il avait permis à l'OM de pouvoir grandir, évoluer et se retrouver au pied de l'Everest, le Paris Saint-Germain, éliminé. Peut-être aujourd'hui, je peux le dire, je voulais partager sur Twitter, je voulais partager sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner également sur ces réseaux-là. C'est mon moment de l'année. C'est le moment, le point culminant de l'année. On est le 8 février. L'OM vient de battre le Paris Saint-Germain. Mais c'est pas vient de battre le Paris Saint-Germain. C'est un volcan qui vient d'exploser au Vélodrome et Marseille a marché sur le Paris Saint-Germain ce soir-là. On n'a jamais senti le Paris en capacité de revenir et on n'a jamais revu l'Olympique de Marseille aussi uni que ce soir-là entre les supporters et les joueurs. Mais quelle performance des joueurs d'Igor Tudor ce soir-là. Extraordinaire. Une ambiance volcanique. Et à parté, je crois que c'est le match où j'ai pas pris de photos durant la rencontre ni de vidéo. Je voulais vivre l'émotion et j'en ai profité. Et c'était extraordinaire, extraordinaire. Et donc, on se dit à ce moment-là quand même, la saison, est-ce que le titre est-il possible? Ouais, je sais, à ce moment-là aussi, après la victoire, enfin, juste avant la victoire face au PSG en Coupe de France, on a cette défaite face à Nice. Mais au moment où on vit ce mois de février, on se dit, on est en droit de rêver. Le PSG est privé de Kylian Mbappé. Paris revient quelques jours après. On est en droit de rêver. Et on a rêvé quelques jours. J'en profite parce que comme c'est long, j'ai pris un thé quand même pour reprendre mon souffle. Et puis, il y a eu cette grosse claque, ce 3-0. Mbappé qui revient avec le PSG et le match n'est plus le même. Eric Bailly, fautif sur le premier but et en retard sur le deuxième but. Paris qui s'éclate, Paris qui éclate l'OM, Paris qui gifle l'OM au Vélodrome. Et là, on se dit, on est au mois de février. Là, la signature de la défaite face à Nice, elle a une autre résonance. C'est-à-dire qu'au mois de février, tu as eu très très mal au moral en championnat. Tu as perdu contre ton rival niçois, tu as perdu contre ton rival parisien. Certes, tu as été battre Paris, mais quelle saveur de battre Paris en Coupe de France. Allez, tu restes accroché quand même à se dire, ok, on est en huitième ou en quart de finale de la Coupe de France, on peut aller la gagner. Mais bon, t'as pris un coup au moral quand même. Et puis, très vite, la hype va redescendre. Puisqu'on est en février, et là, on va jouer ce match face à Annecy, où la première mi-temps se passe plutôt bien. Tu mènes 1-0, t'arrives à la mi-temps, et puis en l'espace de 15 minutes, tu vas sombrer, tu prends 2 buts sur 2 tirs cadrés, et tu reviens de manière inexplicable dans le temps additionnel avec un François-Régis Mugueux qui dispute ses premières minutes. Tu reviens à 2-2 et tu te dis ok, bon allez, ok, c'est les tirs au but, on y croit, on revient des ténèbres, on va aller remporter cette séance de tirs au but et on va passer, on va se dire que c'est un mauvais souvenir, c'est un avertissement. Pendant ces tirs au but, si je me rappelle bien, tu mènes en plus. Tu mènes au score, puis après... c'est le blackout. C'est une claque monumentale. Et c'est peut-être à ce moment-là un des tournants de la saison, un des tournants de l'année pour l'OM parce que t'es début mars et ta saison, en fait, bah, elle est terminée. Parce que tu n'as plus que le championnat à jouer et tu viens de perdre 3-0 face au PSG. Un PSG qui va perdre des points. Mais tu sens que la crise couve. Parce que, déjà, à ce moment-là aussi, tu n'as pas de prise de parole de la direction. Et je me rappelle, c'est quelque chose qui est très fil rouge sur CM Football. Tu n'as pas la prise de parole de la direction qui va essayer de remobiliser, qui va essayer de dire hey, les gars, oh, ok, on va défendre l'institution olympique de Marseille. Et tu as ce côté sous-jacent qui existe. En plus... Alors ouais, avant de passer à avril, parce que on arrive vite à avril, parce que tu n'as plus que le championnat à jouer, tu vas jouer contre Strasbourg à domicile, tu mènes 2-0, et quand bien même tu mènes 2-0, tu te dis ok, allez, c'est Strasbourg, on repart, on relance la machine. Tu prends 2 buts en 120 secondes. Tu joues à 10 contre 11, tu mènes 2-0. Balerdi s'est fait exclure. Et là,
tu prends 2-2. Et là, c'est chaud. Et là, tu tombes. Et il va se passer 3, 4, 5 semaines avec les trêves internationales et tu vas finir l'année avec le mois d'avril où l'élément sportif important, c'est l'espoir que cette rencontre face à Lyon te donne parce que tu vas gagner à Lyon. Tu prends 6 points sur 6 avec l'Olympique Lyonnais et Igor Tudor. Et tu te dis, waouh, là, je peux peut-être toucher quelque chose du doigt, mais où est-ce qu'on va ? Toujours la même chose. En avril, on commence déjà à parler mercato. Mais la question qui va se poser, et un fil rouge aussi qui va exister, c'est est-ce que Alexis Sanchez va rester ? Tu as Ludovic Blas qui est suivi, tu as Balogun également qui commence à avoir des pourparlers. Mais quelle compétition tu vas jouer ? Et en gros, il y a cette vraie question qui se pose, c'est que ce match face à Lens, c'est au mois de mai un tournant de cette Ligue 1. Ce mois de mai, il va être bercé de... Le mois de mai et le mois de septembre, je pense que c'est 2 mois qui ont été très, très, très importants du côté de l'OM cette année en 2023. Ce mois de mai, sur une action, la saison change. Je ne vous repasse pas l'image parce qu'elle fait du mal, mais on se rappelle tous de Alexis Sanchez qui va marquer ce but au bout de 10 minutes de jeu. On est dans les beaux jours, le match se dispute à 20h45. On voit le soleil encore frapper le stade Bollaert et l'OM qui mène 1-0 alors qu'on sait que ça va être difficile, mais on est à l'extérieur, on est la meilleure équipe de France à l'extérieur depuis 2 ans. Les temps changent quand on voit aujourd'hui nos résultats à l'extérieur et tu te dis putain, tu mènes 1-0. Tu vas aller chercher cette 2e place. Et puis, dans le coin de ta tête, tu sais que le PSG, il a perdu des points. Tu veux pas rêver du titre. Mais bon, tu te dis, on sait jamais quand même. Si tu reviens à 6 points, il reste 3-4 matchs sur un malentendu. Et puis, il y a cette décision du VAR qui revient. Et là où j'en veux encore aujourd'hui à Turpin, c'est que c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui doit prendre la décision et dire non, moi, je vois les choses. Et je vois les choses sur le terrain, à mes yeux, il n'y a pas faute. Oui, quand tu vois les ralentis, à 50 ralentis, tu vas pouvoir toujours interpréter les éléments. L'OM perd sa qualification directe en Ligue des Champions et ce moment, il est charnière, clairement, dans la saison, dans l'année 2023, dans tout ce qu'on peut analyser. Ce moment, il est clé. Alors, est-ce que l'OM aurait gagné cette rencontre ? On ne le saura jamais. Mais ce qu'on saura, c'est que l'OM menait 1-0 à ce moment-là. Le but avait été accepté par Clément Turpin. Et malheureusement, l'OM perdra 2-1 et finira sa saison de manière en échec. Parce que derrière, tu fais 4 défaites sur les 5 dernières rencontres. Tu perds à Lille, tu perds face à Brest le 26 mai. On va en reparler dans 2 secondes. Tu perds à Ajaccio. Tout devient noir. Et moi, j'ai pris ma position, elle a été ferme et décidée et annoncée. À ce moment-là, je vous fais cette vidéo, vous pourrez la retrouver, je vous la mettrai probablement en lien ici. Je voulais qu'Igor Tudor reste, quand bien même sa fin de saison était un échec, parce qu'on fait 4 défaites sur les 5 dernières rencontres. Mais je voulais qu'il reste, parce que c'était un bonhomme, parce qu'il avait amené à l'OM une stature. Alors oui, certainement que les joueurs ne pouvaient peut-être pas suivre physiquement, mais un mercato, ça se travaille. Ouais, j'ai un long silence. Il n'y a pas eu de bug. Ça fait mal. Ça fait mal de voir comment l'OM a évolué en l'espace de 6 mois, 7 mois, alors qu'on avait peut-être les bases d'une stabilité à ce moment-là. Bref, en tout cas, ça amène différentes questions parce que derrière cette situation d'échec amène la question de savoir si Igor Tudor va rester, si Alexis Sanchez va rester également. Encore une fois, un fil rouge. Alors dans ce mois de mai, avant de passer au mois de juin, il y a eu ce moment extraordinaire, magnifique, ce tifo unique au monde, j'ai envie de vous dire. À jamais les premiers, cette victoire avec tous les joueurs, beaucoup de joueurs de 1993 qui étaient présents. J'ai eu la chance d'assister à cette rencontre, malheureusement perdue face à Brest, mais ce tifo était exceptionnel. Je vous l'avais partagé pour les détracteurs, ceux qui m'avaient repris en disant « Ah bah tu fais partie de ceux qui diffusent la vidéo ». Oui, je diffuse la vidéo parce qu'on devait tous tenir
Évidemment, le tifo, j'ai 2 mains et j'ai de la chance, donc je tenais d'une main mon tifo et de l'autre côté, j'ai pris la photo que je vous ai partagée sur Instagram notamment et qui était magnifique. Et à cette occasion, eh bien, on a le film de Samir Hamoudi, supporter de l'Olympique de Marseille, journaliste, RMC, journaliste, beIN Sport, qui a réalisé ce film À jamais les premiers, en interrogeant différents acteurs, qui ont vécu l'OM 1993, qui ont joué cette rencontre, mais également, des acteurs de la ville de Marseille, de la culture marseillaise, qui en a fait un film et que je vous invite à aller voir. Et j'ai eu la chance de l'interroger, de l'interviewer, et je voulais vous partager cette interview parce qu'il nous partage, lui, son amour pour Marseille, son amour pour l'OM, son regard de supporter, son regard aussi, la genèse, comment il a été amené à réaliser ce film à travers ces différentes rencontres. Et puis, il va nous partager également différentes anecdotes sur ce film et ces rencontres, ces discussions, notamment avec Bernard Tapie, feu Bernard Tapie. Ça se passe ici, sur CM Football. J'ai beaucoup de chance. Amusez-vous bien, profitez de cette interview et on se retrouve juste après pour parler du mois de juin et clôturer ce premier chapitre. Salut Samir, merci de répondre à mes questions. Alors pour commencer, c'est quoi ton rapport avec l'OM? Salut Christophe, bah déjà je suis très content d'être avec toi pour essayer de parler un petit peu du club de notre cœur. Alors, mon premier rapport avec l'OM, bah, c'est tout simple, hein. Moi j'ai grandi fin des années 80, début des années 90, quand tu découvres le sport, tu essayes de t'attacher à une équipe et à un club. C'est vrai que moi j'aimais bien le FC Nantes parce qu'il y avait quelques grands joueurs, des Loïc Amis, des José Touré, etc. Mais très vite, l'Olympique de Marseille est devenu l'équipe phare quand j'avais une dizaine d'années. Et je m'y suis très vite attaché avec, notamment Jean-Pierre Papin et quand on voit un petit peu la déferlante qui peut arriver justement, hein, de 86, jusqu'aux années fastes du titre. Moi, j'avais 10 ans quand Jean-Pierre arrive, au club, donc j'ai vraiment vécu ça comme un gamin, un adolescent, qui rêve avec ces grandes stars et ces nouveaux joueurs qui arrivent dans un club phare, qui progresse et qui gagne tout sur son passage. Donc voilà, mon attachement et ma découverte de l'Olympique de Marseille, c'est vraiment ça. C'est un adolescent qui aime le sport et qui découvre l'équipe la plus dominante, j'allais dire d'Europe, mais presque du monde. Ouais, à ce moment-là, c'est clair. Bah, tu sais, moi, un des premiers cadeaux que j'ai eu de la part de mes parents, c'est une cassette VHS, de Jean-Pierre Papin, Mes plus beaux buts, et il Ah, faisait, c'était 60 minutes où il s'entraînait avec Alain Casanova à l'époque, exactement. au Vélodrome, et je l'ai repassé en boucle, en boucle. La bande était usée, tu vois? Je pense qu'on l'a tous usé Ouais, cette bande, cette VHS, de TF1, TF1 Production, je m'en souviens très bien, exactement, exactement. Avec ces ralentis, ces moments où tu te dis c'est du slow motion déjà à l'époque. Non, c'était assez marrant, ouais. Et donc le 26 mai 93, parce qu'on parle de ce, À jamais les premiers, ce film que tu as réalisé, tu étais où toi le 26 mai 93? Donc tu devais avoir, 17 ans, c'est ça? 16 ans. 16 Pas ans? encore 17 ans, ouais, 16 ans OK. exactement. Bah, c'est tout bête parce que, moi je suis petit banlieusard, je suis pas véritablement parisien, hein. J'ai grandi à Saint-Denis, Ouais. dans la banlieue nord, parisienne, et c'est vrai qu'à l'époque, les gens s'en rendent pas vraiment compte, mais le Paris Saint-Germain était, totalement inexistant. On s'intéressait vraiment à l'équipe, phare du moment. Je Mmh. parlais de Nantes tout à l'heure, mais il y a eu Bordeaux, il y a eu une période de Monaco, et donc l'Olympique de Marseille, et cette période fin des années 80, début des années 90, c'était et de loin l'équipe la plus populaire de France. Et Mmh. les Parisiens, et notamment surtout les banlieusards, adoraient l'Olympique de Marseille, et même s'ils le font encore. Et moi, à l'époque, 15-16 ans, pour la finale, j'étais pote avec Ouais. un gars qui s'appelle Jérémy Camboulive. Je faisais Mmh mh. du football américain, et lui jouait pour Mmh. les Argonautes d'Aix-en-Provence. Mmh. Et il y avait une rivalité avec mon club qui, lui, était le Flash de la Courneuve. J'essaye d'être vraiment un peu large pour raconter Ouais, ouais. l'ensemble de l'histoire, mais il se trouve que malgré cette rivalité, on était potes. On est en équipe de France et on s'entendait merveille, notamment grâce à l'Olympique de Marseille. Et dans cette rivalité, le seul point commun qu'on avait, et le seul, la seule chose qui faisait qu'on échangeait en fait ensemble, c'était l'Olympique de Marseille. Et lui, il était au MTP. Il OK. était abonné, ouais, pas encore, puisque Ouais, mais les c'est MTP c'est 94. allaient arriver Ouais, en ouais, 94, mais il ouais. était déjà dans la construction des MTP. Il était abonné et il me dit, une semaine avant la finale: «Samir, si tu veux, tu viens à Munich avec nous».
Pouah! Mais faut que tu viennes à Marseille. OK. Sauf que moi, à l'époque, j'avais 16 ans. Ouais, Donc en galère totale, je ne savais pas comment compliqué, faire, ouais. il y avait pas les réseaux comme aujourd'hui où tu prends ton billet de train, ton billet d'avion, tu descends et en fait, avec le grand frère de mon meilleur ami, qui lui avait 21 ans, on se dit: «On loue une voiture» Mmh mh. et en fait, tout a été tellement compliqué qu'on n'a pas réussi à louer de voiture, Ah, descendre à Marseille et prendre le train avec, à l'époque, c'était les Ultras pour le coup ouais. qui montaient à Munich et donc ça a été un regret éternel parce qu'on s'est retrouvés avec donc le grand frère de mon meilleur pote, Sébastien, Mmh. à regarder ce finale chez lui dans son salon, on était tous les 2 à vibrer comme des malades, Ah bah, tu devant ce m'étonnes. match qu'on aurait quelque part pu vivre, dans le stade. Tu es superstitieux ou pas? Un petit peu, c'est pas Ah pourquoi. donc imaginons que tu y aies été à Munich, peut-être que l'OM, n'aurait pas remporté ce grand titre. Exactement, exactement. Non mais pour le coup, c'est drôle parce que moi j'en parle souvent, voilà, j'ai fait 20 ans de métier, dans le journalisme Mmh. et j'ai connu énormément de choses. J'ai notamment, vu la finale, de la coupe du monde 98 dans le stade. J'étais dans le stade, en passionné, hein, j'ai Mmh mh. vécu Super Bowl que j'ai commenté, j'ai vécu des Mmh. finales NBA, j'ai couvert des jeux olympiques. Enfin, j'ai vécu, aux commentaires des, championnats du monde de boxe, poids lourd. Enfin, j'ai vraiment je pense que je suis un chanceux assez incroyable parce que Ah oui, c'est clair. j'ai vécu des vrais événements sportifs et les gens ne comprennent pas quand je leur dis que la plus grande émotion sportive que j'ai jamais eue dans ma vie, c'est cette finale de 93. C'est ouf, c'est ouf. Ça fait basculer, je trouve, les supporters, ça fait basculer le monde du sport. Alors même s'il y a 84, hein, dans l'histoire du football quand même avec, cette victoire de l'Euro, mais i je sais pas, le 84 c'est l'équipe de France, c'est Platini, il y a 82 derrière, il y a quelque chose qui est sous-jacent, mais 93 c'est la première fois, il y a 91 où tu la perds, tu sais, avec, les larmes de Barry et 93, je sais pas, moi j'ai 8 ans à l'époque, 6, je viens d'avoir 9 ans. Je viens d'avoir 9 ans et mon frère, mon père sont fans de foot et c'est le rendez-vous, le match est à 20 heures en plus, un horaire Exactement. tôt, c'est tôt, puis la prise d'antenne Sur une chaîne TF1 qui nationale, sur TF1, ouais, ouais, chaîne en grand clair, en public, gratuit. en clair, en gratuit, la prise d'antenne qui est très tôt en plus. Heu, on vit l'émotion, on suit les joueurs. Le journal de 13 heures, tu avais les images de Bernard Tapie, de Goethals, de Bernès qui étaient avec les joueurs dans leur hôtel. Il y a une vraie émotion et c'était écrit qu'on allait la gagner et ça change en fait, je trouve, le football français en 98. Je pense que cette victoire, elle est charnière, même pour le sport français. Faut pas Ouais. oublier qu'un peu moins d'un mois avant, il y a, le CSP Limoges qui gagne aussi Ouais, l'Euroleague, la coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, hein et c'est vrai que c'est eux-mêmes le disent. D'ailleurs, j'ai eu quelques potes, parce que moi je suis vachement dans le basket, qui m'ont ouais envoyé des messages et qui me l'ont rappelé. Ils m'ont dit: «Samir, attention, à jamais les premiers, les vrais, c'est le CSP Limoges». et attends, de mémoire, il y a pas l'équipe de Marseille-Vitrolles qui remporte la coupe L'année des clubs d'après, champions? Ah, c'est en en 94 ouais, en la handball? En handball, la coupe des coupes Ouais, et la le coupe des frère de coupes, Bernard d'accord, Tapie étant d'accord. effectivement à la tête de l'OM Vitrolles avec, Jackson Richardson notamment, Exactement, et toutes exactement. les grandes stars du hand français qui ont fait les barjots, par la suite. Bon, bah, c'est beaucoup d'émotions tout ça. Alors comment toi qui es réalisateur de ce film À jamais les premiers, c'est quoi la genèse du film sur cette victoire de l'OM en Ligue des Champions? Comment t'es venue l'idée et comment tu as créé tout ça? Alors déjà, comme je te le disais tout à l'heure, il faut quand même, prendre en considération que, je le rappelle, moi ça a été, mon émotion sportive la plus forte Mmh. dans ma vie. Mmh. Encore une fois, à 15-16 ans, tu te crées des images et un imaginaire qui reste et qui est ancré. Et malgré tout ce que j'ai pu faire ou voir, dans ma vie professionnelle de journaliste, j'ai réalisé pas mal de documentaires, d'intérieur sport, pas mal de reportages, pas Mmh. mal de choses. Ça a toujours été un point de référence pour moi, de me dire, voilà, il y a eu une espèce de les yeux dans les bleus, pour la victoire de 98, mais je trouvais que tout ce qui avait été fait et beaucoup de choses ont été faites, sur l'Olympique de Marseille et cette victoire, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Mmh mh. Et en fait, la genèse, elle démarre, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, en 2018. Je contacte Bernard Tapie et ce que je voulais moi, c'était faire une mini-série Mmh. avant The Last Dance, Mmh mh. la fameuse mini-série, documentaire sur, les Mmh. Bulls de Chicago de Michael Jordan Mmh. et moi, je l'avais monté quasiment de la même façon. C'était de me dire qu'on D'accord. raconte les années Tapie de l'Olympique de Marseille et le Michael Jordan de The Last Dance, c'est Bernard Tapie.
Et en fait, Génial. quand je le contacte, il était, via, notamment son fils, Laurent, Mmh. i Bernard était un peu trop malade. Il était plutôt partant, mais un peu trop Mmh. malade. Heu, on a des discussions, ça dure une bonne année. Quand il va un peu mieux, il veut plus le faire. Il a changé d'avis, bon, voilà, ça s'entend. On garde le contact, on continue de parler. Tout ça dure à peu près 2 ans et en fin de parcours, il retombe à nouveau, assez gravement malade. Il est à nouveau partant, mais il est trop malade pour le faire Mmh. et malheureusement, 2-3 mois après, il décède et donc l'histoire se termine. Moi, je me voyais pas le faire sans lui. Ouais. Pour moi, c'était le personnage clé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est d'ailleurs ce que je raconte Mmh. aussi dans le film, hein, il reste le personnage clé. Je mets le projet véritablement de côté Mmh. et il se trouve que j'ai travaillé, chez beIN Sport, pendant 5 ans avec, Jean-Pierre Papin. OK. J'ai travaillé chez, RMC Sport, pendant 7 ans avec Éric Dimeco OK. et plus Beau récemment en beaucoup de chance, beaucoup de voilà, chance. énormément de chance, qui étaient quand même mes idoles de jeunesse Tu et m'étonnes. plus récemment à l'automne dernier, en novembre-décembre pendant la coupe du monde de football au Qatar, heu, je suis rédacteur en chef et directeur d'une rédaction, africaine, pour une chaîne Mmh. africaine qui couvre la coupe du monde et il se trouve que Ouais. Basile Boli est l'un des consultants. Donc avec Basile, on Ouais. s'était déjà croisés, Ouais. mais là, il se trouve qu'on accroche plutôt bien. Moi, je suis vraiment en charge de toute la ligne éditoriale de la chaîne, et ça se passe extrêmement bien. Bonne ambiance, Basile, adore ce qu'on fait. Eric était aussi dans l'équipe, donc Ouais. j'avais Eric et Basile Ouais. et bon an, mal an, via des conversations avec Basile, on raccroche et on se dit: «C'est dommage d'avoir laissé tomber le projet, il faudrait qu'on fasse quelque chose». Ah, On en c'est cool. parle pendant, plusieurs semaines, plusieurs mois, on garde le contact après la coupe du monde, janvier, février, mars passe et on se dit: «On cherche l'angle» parce qu'on ne peut plus faire l'angle que j'avais, celui de, The Last Dance, Les Années Tapie avec Bernard Tapie et en mai dernier, je descends à Marseille pour, les célébrations, du, Mmh. 30e anniversaire. Mmh. On est avec Basile Boli et on voit en fait cette folie mais complètement dingue. On se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi?» Les gens sont totalement fadas et on se dit: «Il est là notre angle». Notre Mmh. angle, c'est ça, c'est raconter cette victoire, mais pas que cette victoire, la genèse de cette victoire sur cette saison, avec le prisme et le regard des Marseillais, qui Ouais. sont totalement fous et attachés à cette victoire. Donc l'idée du film et l'angle du film, il est là. Parce que c'est vrai que les gens, quand ils voient l'affiche, ils se disent: «Ah, on a vu, déjà vu». Mmh. La Mmh petite mh. différence déjà, c'est qu'on raconte pas que la finale et que la victoire, c'est qu'on revient sur l'intégralité de la saison 92-93 et Mmh. comment l'équipe se construit avec le départ de Jean-Pierre Papin et l'arrivée des nouveaux joueurs et le Mmh. doute surtout que ça installe à Marseille. Parce Bien que les sûr. gens ont oublié ça. Nous, on reste tous sur Mmh. cette victoire de 93, mais il y a eu un doute énorme au mercato lorsqu'on se dit: «Mais attends, Allen Boxic, c'est qui? Il a jamais C'est rien clair. fait, il joue en D2 dans la réserve, Mmh. il a fait 3 matchs avec Cannes, Rudy Voller, il est claqué, il est rincé, Mmh. Mmh. certes, il a été champion du monde en 90, mais il arrive de la Roma et il a 33 ans, on ne sait pas ce qu'il va donner. Tu as Marcel Desailly qui arrive pour remplacer, Carlos Moser. On dit: «Mais Mmh. Carlos Moser, meilleur défenseur du monde, un charcutier, qui nous a prouvé tout au long de ces années que c'était le meilleur et là, on récupère un petit jeune de 20 ans, 21 ans. Mais où on va?» heu Pascal Olmeta qui est l'un des leaders de l'équipe, Fabien Barthez, 21 ans, lui prend Eh la oui, place, qui quoi. arrive, c'est clair. Ah, Et en fait, il c'est y a des tout vraies ça questions, qu'on ouais, ouais, voilà, que tu mets c'est en tout avant. ça qu'on raconte. On met en place un petit peu l'intrigue et on raconte tout ça, tout en gardant l'héritage de cette saison et de cette victoire sur le tissu marseillais et à quel point cette victoire et cette saison, elle a impacté les Marseillais dans, cette idée que tout est possible. On peut y arriver si on y croit et on met les choses en place. Et c'est dans l'ADN marseillais aussi de se penser et de se croire et de vivre aussi de manière, décalée, unique et c'est très fort pour l'identité marseillaise, ce que tu racontes dans le film et à travers le prisme marseillais, c'est certain que, tous les Marseillais s'identifient en fait à cette victoire et d'ailleurs, comment ont réagi les joueurs à l'approche du film? Alors tu as parlé de Boli, de Papin, de Dimeco. Comment ils ont réagi à l'approche? Ils se sont dit encore une énième fois où on parle du film, ou ils sont toujours contents de parler de leur victoire, j'imagine? Ou comme on a pu entendre, dans France 98, c'est bon, on a gagné, mais maintenant on a envie aussi, de voir d'autres clubs gagner et de passer à autre chose?
Il y a eu de tout Christophe. Franchement, tu as bien résumé parce que, il y a eu tous les joueurs qui avaient cette petite appréhension de se dire: «Oh encore un truc, on a déjà tout fait, on a déjà tout Mmh. dit, voilà, on va encore en refaire une couche». Mmh. Tu avais ceux qui étaient toujours, aussi excités, de reparler de cette victoire parce que ça reste ancré au fond de leur cœur et moi ce qui ressort le plus c'est notamment Jean-Pierre Papin qui fait pourtant pas partie de la victoire, qui me le dit le Mmh. plus, c'est que c'était une bande de potes. Cette Mmh. ce cette équipe et cette génération, même si lui n'y est plus, c'est une bande de potes qui s'est construite et quelque part ça reste. Donc chaque fois qu'ils en reparlent, ils repensent aussi à leurs potes et quelque part aux échanges et aux interactions qu'ils ont pu, avoir ensemble. Et puis tu en as quelques-uns, comme tu l'as dit effectivement, qui disent: «C'est vrai, c'est une belle victoire, mais il serait temps de passer à autre chose, ce serait bien Mmh. que» et il y a aucune amertume là-dessus, qui te disent: «Ce serait bien qu'il y Mmh. ait à nouveau un club français qui Ouais. gagne cette compétition». Il y a tout, mais je crois que ce qui reste malgré tout, c'est l'attachement de ces joueurs, aussi bien au club, à la ville, qu'à cette victoire qu'ils ont construite ensemble. Ouais, c'est unique. On les a vus d'ailleurs, bah, dans le 26 mai, on en parle, avec ce tifo magnifique, ces joueurs qui étaient réunis, qui ont fait, presque un tour d'honneur, au Vélodrome lors de cette rencontre, face à Brest. C'était unique et c'était beau de les voir, ça reste un moment, particulier. Moi, c'est la première fois que je les voyais tous, quasiment tous réunis. Moi, j'ai vécu en région parisienne pendant une bonne dizaine d'années. Je suis descendu à Marseille, enfin dans le sud il y a 2 ans, à Marseille depuis cet été et je découvre justement cette identité marseillaise et donc d'avoir pu vivre ce tifo et ce match et ces joueurs qui étaient présents, c'était un moment particulier. Tu as une anecdote à partager, que tu as eue avec les joueurs, quelque chose qu'ils n'ont pas raconté, quelque chose que tu peux raconter, quelque chose d'un peu croustillant sur cette victoire ou sur, l'épopée, l'histoire de l'OM? C'est difficile parce qu'encore une fois, malgré, ce que moi j'essaye de montrer dans le film, tout a été vu, dit Mmh. et raconté. Il en reste pas moins qu'il reste quelques pépites. Je vais les garder Ouais. pour, ceux qui iront voir le film, hein. Je suis désolé, Ouais. Christophe. Bah, bien Il sûr, bien il sûr. il en reste pas moins que ce qui me reste malgré tout, c'est que, moi j'avais une image de Bernard Tapie. Heu, Mmh. ce film, il essaye de raconter, sous le prisme sportif la victoire et c'est vrai que j'occulte de façon, totalement volontaire les affaires, qu'il y a pu y avoir, Mmh. VAOM, la descente en D2, les valises, et cetera. Mmh. C'est pas pour autant qu'il faut occulter cette partie-là et je pense que les joueurs, quand j'échange avec eux, ils ne l'occultent pas. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a pas un culte de Bernard Tapie. Il y a Mmh mh. énormément de Mmh. reconnaissance sur ce qu'il a pu faire, sur le fait qu'il leur a inculqué, de se battre, de toujours y croire et souvent à la dure et ça, ils te le disent. Parfois, il était Mmh. trop dur avec nous et ça, je pense qu'ils en gardent tous une petite, pas rancœur, mais une petite a amertume, un petit pincement au cœur. Le fait qu'il ait toujours été, tranchant, Mmh. toujours dans le vif, toujours, c'est Éric Dimeco qui le dit très bien, quand Bernard Tapie, ça lui convenait pas, il vous mettait de côté très vite et pourtant malgré tout ça, cette petite amertume et ce côté très dur qu'ils pouvaient avoir, ils en gardent tous quelque chose de très humain, de très paternel, de reconnaissant parce que qu'on le veuille ou non, c'est lui aussi qui a apporté, cette victoire et cet espoir dans la ville de Marseille et qu'on le veuille ou non, qu'on parle des affaires ou pas, bah, Bernard Tapie, il a amené à cette ville de Marseille qui se considère comme la rebelle, c'est ça moi que je raconte, hein, dans Mmh. le film. C'est Marseille Mmh. la rebelle, nous contre les autres. Et Mmh. ben, il leur a aussi montré que les Marseillais, ils pouvaient y arriver s'ils avaient cette identité et qu'ils croyaient en eux. Ah, mais c'est ce qui est magnifique aussi, c'est cette phrase d'accroche que tu as sur l'affiche. C'est quand Bernard Tapie dit, c'est pas: «Je le voudrais bien», c'est: «Je le veux». Je veux gagner la Ligue des champions et cette phrase, elle est marquante parce qu'elle porte l'espoir, d'une équipe, de joueurs, d'un staff, d'un encadrement. Elle porte l'espoir de supporters, elle porte l'espoir d'une ville et Marseille, l'OM avait été, très, très proche en 91 de le remporter ce trophée et peut-être même, l'avait déjà remporté dans sa tête avant même de disputer la finale. Là, tout est fait pour que: «OK, c'est bon, c'est l'aboutissement de quelque chose». Et bah, c'est très intéressant de l'avoir vu, sur le coup du feel good movie, hein, parce que j'ai vu que c'était l'objectif aussi recherché Totalement parce ça. que ça reste un moment, ancré, dans l'histoire du sport français, du football français et dans l'identité de la ville de Marseille et ça pour le découvrir,
c'est unique, c'est unique. En tout cas, merci pour ton temps, merci pour, tes mots et on est entre Noël et le jour de l'an. Est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver le film, où on peut aller le voir? Alors, le mieux, c'est je vous invite, à vous connecter sur, le site, Allociné, parce que toutes les séances, sont là. Nous, on est distribués, principalement par, CGR, qui est notre Mmh mh. partenaire de distribution. Donc, notamment pour, les Marseillais, hein, vous pouvez trouver au CGR, Vitrolles, au CGR La Ciotat, mais dans tous les CGR de France, et aujourd'hui, on a une cinquantaine de salles qui nous distribuent. Je sais aussi que Pathé, à Marseille, sur les 2 gros pâtés de Marseille, le film est distribué, mais on peut le retrouver dans toute la France, à Bordeaux, à Lyon, en région parisienne, dans le nord de la France. Donc n'hésitez pas, le mieux c'est d'aller sur, Allociné et de retrouver les séances. Eh bien, écoute, merci Samir pour, ton temps. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Allez l'OM, évidemment et puis on espère, le meilleur pour, cette deuxième partie de saison. De même, merci à toi et puis, évidemment, allez l'OM. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve désormais au mois de juin et oui, le mois de juin commence par Igor Tudor qui quitte l'Olympique de Marseille. C'était un secret de polichinelle. On sentait depuis quelques jours que quelque chose se tramait et encore une fois, une saison se termine et l'entraîneur quitte l'Olympique de Marseille. Après, Jorge Sampaoli, c'est donc Igor Tudor qui décide de faire ses valises et on rentre, encore une fois, dans cette quête d'un nouvel entraîneur. Alors oui, quand on est créateur de contenu, encore plus sur l'Olympique de Marseille, on se dit que, c'est du pain béni pour, analyser l'actualité. Mais je vous avoue sincèrement, je préférerais analyser, de la stabilité dans le club que j'aime. Alors qui va entraîner l'OM? Il y a eu plusieurs pistes. Il y a eu celle de Marcelo Gallardo, il y a eu celle de Paulo Fonseca, il y a eu celle de Christophe Galtier, il y a eu la prise de parole de Pablo Longoria qui reprend la parole, qui a repris la parole la semaine dernière pour nous donner son bilan et sa projection sur le mercato. Cette vidéo est réalisée juste avant sa prise de parole. Je vous le dis également, si jamais il y a une dinguerie qui se dit dans cette conférence de presse, évidemment, on l'analysera à chaud comme d'habitude. Longoria nous dit tout, mais surtout, il nous dit qu'il cherche un profil rock'n'roll, vivre un football offensif à Marseille. C'était en juin. L'ambition ou l'inconnu, la finale qu'on imaginait entre Gallardo et Grosso, l'hypothèse, Galtier également. Je vous partage cette miniature parce que Gallardo à l'OM, l'analyse complète était prête. Alors la vidéo n'était pas tournée, mais toute l'analyse était prête. C'est mon rôle, mon travail de créateur de contenu, de préparer pour être au taquet le moment venu quand l'information tombe. Et donc, j'ai analysé plusieurs entraîneurs à ce moment-là. Gallardo n'a pas signé. Il a même dit non. Est-ce que c'était vraiment la piste numéro un? On le saura jamais. En tout cas, l'avenir aurait pu passer par Christophe Galtier. Galtier, épisode 1, j'ai envie de dire, par rapport à cette année 2023. Et finalement, c'est... ah, bah, hop, voilà, les aléas du direct. C'est donc finalement Marcelino qui aura été choisi. La miniature a disparu, mais Marcelino aura donc été choisi avec pour clôturer le mois de juin, l'entraîneur espagnol, qui pour moi n'était pas le choix numéro un. J'ai du mal encore à comprendre aujourd'hui comment arriver à fin juin, Marcelino, qui est l'ami, la garde rapprochée de Pablo Longoria, aura pu devenir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille alors que il aurait pu signer début juin à l'OM. Donc pour moi, il y a bien eu des éléments contraires dans le choix de Pablo Longoria parce que encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre pourquoi, comment Marcelino est devenu l'entraîneur de l'Olympique de Marseille à ce moment de la saison. En tout cas, le mois de juin va se terminer avec enfin un entraîneur à Marseille et aussi la venue, l'officialisation de Geoffrey Kondogbia. Et donc, on est le 30 juin, l'OM a enfin un entraîneur, l'OM a commencé son mercato, Marcelino va être présenté à la presse et on se dit, ok, on a 2 mois devant nous pour clôturer un mercato avec comme ambition, comme objectif, comme volonté première,
la qualification en Ligue des Champions. On n'a pas encore le tirage au sort, mais on se dit, on a 4 matchs de préparation. On se pose déjà la question, on se dit c'est un peu court. On a un entraîneur qui vient d'arriver, va falloir vite se mettre en ordre de marche. Il y a des petites interrogations, mais on est supporter et on est hypé. On est hypé. On a relancé, on a remis une pièce dans la machine et on se dit, ok, la saison commence et j'ai hâte de vivre le mercato. Voilà comment se termine cette première partie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que l'interview de Samir vous aura plu. N'hésitez pas, évidemment, à commenter, liker, partager. Ça fait beaucoup de bien pour la chaîne. Et puis, on va se retrouver très vite pour le deuxième volet de cette rétrospective entre hype et désillusion de cet OLEM 2023. Très belle journée, très belle fête de fin d'année. Et si la vidéo est sortie, allez la voir tout de suite. Et si elle n'est pas encore sortie, patientez, elle sort dans 48 heures. Très belle journée et à très vite. Et allez l'OM. Ciao.